Acte 4, partie 4, section 3, du spectacle. 1. Autrui est dépositaire de la valeur de soi. En tant que c'est le rapport à autrui qui produit les valeurs propres à l'éthique, on trouve toujours dans les valeurs ce rapport à l'autre, c'est-à-dire la représentation du regard d'autrui. Autrement dit, cela veut dire qu'autrui est dépositaire de la valeur de soi. Dit autrement, un individu ne peut témoigner de sa propre valeur indépendamment des autres. Ce sont toujours les autres qui donnent au sujet sa valeur, et c'est toujours relativement aux autres qu'un individu doit prouver sa valeur. Par conséquent, l'individu doit comprendre qu'un sujet ne tire pas sa valeur de lui-même, pour ainsi dire, par la gargarisation de son propre reflet. Il ne la tient que d'autrui qui la détermine selon ce qu'il connaît de lui. Il n'appartient donc pas à l'individu d'attester lui-même de sa propre valeur. C'est toujours relativement à la manière dont autrui pense un individu que celui-ci prend sa valeur. Une société individualiste est donc toujours une juxtaposition de narcissiques qui passent leur vie à jouir dans leur propre reflet. De plus, en tant que l'identité n'a de sens que par autrui, être soi-même indépendamment de ce que les autres en pensent n'a pas de sens. C'est pour cela que les individus se détournent pour ainsi dire d'eux-mêmes pour réduire l'entièreté de ce qu'ils sont à l'idée que s'en font les autres. Car c'est la référence à cette idée qui donne au sujet l'impression du sens de ce qu'il est. De plus, le souci du regard de l'autre implique nécessairement une certaine éthique à adopter. En clair, être en relation avec autrui, c'est nécessairement réfléchir à la manière dont on doit se comporter avec lui pour servir ses intérêts. Par exemple, comme les individus sont contraints de vivre ensemble, ils sont contraints d'établir entre eux des rapports marchands. Mais comme le rapport à l'autre est foncièrement celui de l'incertitude, chacun comprend très vite que le rapport à l'autre implique l'adoption d'une éthique pratique pour diffuser à l'autre une impression de confiance afin d'entretenir les meilleures relations possibles et garantir ses intérêts propres. C'est pourquoi chacun mène sa vie selon l'éthique nécessaire à la vie avec autrui et qui impose la pratique de principes comme le sens de l'honneur, celui de la parole donnée, du respect, de la loyauté, etc. Toutes ces choses sont des termes que, au fond, le sujet serait incapable de définir précisément, mais peu lui importe, car cela suffit à interagir avec autrui et à lui donner l'idée de sa propre vertu. Ainsi, on ne se fait jamais aimer d'autrui en disant la vérité, mais toujours en se drapant soi-même de l'atour de la séduction, car les hommes veulent qu'on leur mente, tout du moins qu'on les séduise. Et celui qui ne le fait pas ne pourra attendre d'eux aucun avantage, quand bien même cette séduction est toujours le motif de leurs reproches quand ils la découvrent. Cependant, cette vertu n'est que le produit d'une éthique pratique ignorante du souverain bien, si bien que, par sa pratique, on apprend bien plus à paraître vertueux qu'à l'être véritablement. Il ne s'agit aucunement de vérité, mais uniquement de sens pratique. Et, comme le vieux Céphale, ils passent leur vie dans une apparence de vertu. De tels individus passent leur vie dans une apparence de vertu. Sans être méchants ni mauvais, ils n'en sont pas vertueux pour autant. Ils n'ont jamais cherché la vérité, mais seulement à être conformes aux attitudes communément admises comme étant vertueuses. Toute leur vertu ne réside que dans les préjugés de l'idée d'autrui, et ils n'ont jamais agi que relativement à la manière dont autrui les regardait. En allant plus loin, comme l'idéologie donne aux objets un sens d'être, que l'existence d'un sujet est si creuse qu'il ne peut trouver en lui la source de la valeur de sa propre existence, et qu'autrui est dépositaire de la valeur de soi, sans l'idée d'autrui, c'est comme si l'existence d'un individu n'avait aucun sens. Autrement dit, si l'individu existe bien indépendamment de l'idée d'autrui, sans ce regard qu'autrui porte sur lui, l'individu restera plein d'une existence creuse. C'est comme s'il n'existait pas pleinement. Le regard d'autrui étaye l'existence du sujet. Il lui donne de la valeur pour l'arracher à cette nature absurde et éthiquement vierge. Sans le regard d'autrui, le sujet comprend que son existence n'a pas de valeur, qu'il n'existe pas vraiment. Nous pouvons réduire cette idée à cet adage « on me voit, donc je suis ». Cela est vrai à un point tel que, s'il n'est vu par personne, le sujet en vient à penser qu'il n'existe pas. Or, cette existence, il ne peut qu'en être conscient. Et c'est d'ailleurs cette existence qu'il sent qui lui fait ressentir le vide de sa vie et l'ampleur de sa solitude. Comme s'il était plein d'une existence vide. Il sent bien que son existence est creuse et que, si elle n'est étayée par l'estime d'autrui, elle n'a pas de sens à être maintenue. D'une manière très imagée, la présence d'autrui crée un troisième œil d'où émerge toute la valeur et que l'individu a constamment en tête afin de se voir tel qu'autrui le voit. Le sujet se tient donc constamment sous les lumières de l'œil de l'autre, à ce point que même quand il n'y a personne, il se comporte encore comme s'il était là. Par extension, plus une chose se porte à un grand nombre de regards, plus importante elle apparaît. C'est pourquoi la valeur des objets est proportionnelle au nombre de regards sur lui. Ainsi, l'individu se sent monter en importance à mesure qu'il y a de regards posés sur lui. C'est comme si l'œil d'autrui le subjuguait au point qu'il ait l'impression que la foule l'élève au rang de Dieu. Mais s'il regardait ses pieds, il comprendrait qu'il n'a pas décollé du sol et qu'il en est encore fermement ancré. De plus, en tant que les principes moraux d'un sujet sont, au fond, des extensions de ses intérêts pratiques, les idées d'un sujet sont déterminées par ses affections sensibles dont il étend la portée à des réflexions abstraites. Ainsi, de même qu'un sujet ne voit pas l'intérêt de faire quelque chose si personne ne le voit, de même,
La vertu sans témoin lui apparaîtra toujours impensable. C'est pourquoi l'on croit souvent des individus qui accumulent leurs bonnes actions comme ils compteraient leur petite monnaie dans le but d'en ressortir la facture à nous ne savons quelle instance divine. Le sujet est toujours un acteur dans tout ce qu'il fait. Pareillement est-il sous l'œil des hommes, pareillement est-il sous l'œil de Dieu. En un mot, pour un sujet, exister, ce n'est pas simplement survivre, c'est aussi exister dans le cœur des autres. Si un sujet n'y parvient pas, sa vie ne vaut rien. Il faut briller pour exister. Citation. Il y a cette chose qui arrive aux enfants. Si personne ne les regarde, rien ne se produit pour eux. Il ne s'agit pas du problème philosophique posé au bachelier de l'arbre qui tombe dans la forêt et que personne n'entend. Non. Quand on est tout petit, en fait, on comprend qu'il ne sert à rien de s'élancer du plongeoir de la piscine si personne ne vous regarde. L'enfant qui hurle « Regarde-moi, regarde-moi » n'est pas en train de quémander de l'attention. Il plaide pour sa propre existence. À partir de cet âge, l'image spéculaire n'est plus simplement le reflet de soi pour soi, mais aussi et surtout le reflet de soi tel qu'il est perçu par les autres. Saying Goodbye, A Memoir for Two Fathers, traduit de l'anglais par Nos Soins. Si l'on continue, en tant que, pour vivre, un sujet doit construire ses propres conditions d'existence, ces conditions d'existence subjectives sont ce que nous avons nommé habitus. Mais comme l'éthique produit une esthétique, cet habitus exprime toujours une certaine forme qui est l'expression du sens de son éthique. C'est pourquoi nous avons dit que l'identité était ce processus où le sujet assimile l'idée de ce qu'il est dans l'idée d'autre chose qui, par son esthétisme, lui confère le sentiment de sa propre existence. Il rattache alors l'idée de lui à cette autre idée et se rapporte à elle pour donner un sens à sa vie et à tout ce qu'il fait. L'identité d'un sujet est donc le rempart entre lui et l'absurde du monde. Par suite, comme autrui est dépositaire de la valeur de soi, c'est dans son rapport à lui que le sujet trouve cette valeur qui donne sens à sa vie. C'est pourquoi c'est toujours dans cet habitus et dans son rapport à ceux qui s'y trouvent que réside toute la dignité du sujet et la valeur qu'il trouve à sa vie. Bien qu'il possède une existence en dehors de cet habitus, cette existence ne fait pour lui aucun sens. Ainsi, l'éducation d'un individu au sein d'un habitus donne à cet individu comme une seconde nature dans laquelle réside tout le sens et la valeur de son existence et qui lui fait voir la perte de cet habitus comme la perte de sa propre existence. Le mépris devient un anathème, l'ostracisme comme une peine de mort. En conséquence, vu de l'extérieur, le spectacle ne fait aucun sens, et on se demande toujours pourquoi les individus sacrifient leur vie à la réalisation et à l'acquisition de ce qui n'est au fond que vanité. C'est parce que l'on ignore les mécanismes complexes qui les régissent, les mœurs, les coutumes, les modes et les intrigues qui sont pour eux le sens même de leur vie. Car elles sont les expressions de cet habitus en dehors duquel tout est absurde, et les conditions de l'estime d'autrui sans laquelle l'individu n'a aucune valeur. Citation. La douceur de la gloire est si grande qu'à quelque chose qu'on l'attache, même à la mort, on l'aime. L'orgueil contrepèse toutes nos misères, car, ou il les cache, ou s'il les découvre, il se glorifie de les connaître. L'orgueil nous tient d'une possession si naturelle au milieu de nos misères et de nos erreurs que nous perdons même la vie avec joie pourvu qu'on en parle. Pascal, Les Pensées, fragment Vanité, numéro 24-38. 2. Le sujet est un objet au regard d'autrui. Comme nous l'avons dit, un objet est littéralement ce qui se présente au sujet. Il est ce qui se trouve devant lui. Mais comme un sujet est un objet qui possède une idée, il est clair que lorsqu'un sujet rencontre un autre sujet, il ne peut le voir que sous l'angle d'un objet. En clair, l'autre est toujours un objet du point de vue d'un sujet, et quand deux sujets se rencontrent, chacun voit l'autre en tant qu'il est un objet. Ainsi, pour autrui, le sujet est toujours un objet dont il fait l'expérience sensible et qu'il apprend à connaître du fait de ses affections. C'est pourquoi le regard d'autrui envers un sujet a pour effet premier la réification de ce sujet, c'est-à-dire que le sujet est considéré par autrui au même titre qu'un objet. 3. Le sujet réduit son identité à l'idée qu'autrui a de lui. En tant que le sujet est un objet au regard d'autrui et que l'on ne connaît un sujet que par ses qualités, l'idée qu'autrui a d'un sujet est la synthèse des façons dont ce sujet l'a affecté. En outre, comme autrui est dépositaire des valeurs de soi, c'est la façon dont un sujet affecte autrui qui va déterminer les valeurs que celui-ci lui donne. Ainsi, autre est l'affection d'un sujet envers autrui, autre est le sujet dans l'idée d'autrui, autre est le sujet dans l'idée qu'il a de lui-même. De plus, en tant que l'autre est le miroir de soi-même, quand un individu se confronte à autrui, il se confronte toujours à l'image qu'il lui renvoie. Au sein d'une société où il est toujours contraint d'être avec autrui, chaque chose qu'il fait le rapporte à cette image de lui que lui renvoient les autres. Comme tout ce que le sujet voit de lui est ce reflet de lui dans les yeux de l'autre, il n'a finalement que cela comme référent pour savoir ce qu'il est. Plus fondamentalement encore, comme il n'est de connaissance de l'existence que par l'idée, le sujet ne voit du réel que l'idée qu'il en a. Et comme il n'y a plus de réel pour lui que par son idée, il n'y a bientôt plus de réel que l'idée qu'il en a. Ainsi,
Autrui ne considère jamais un sujet dans ce qu'il est véritablement, mais uniquement dans la manière dont ce sujet se présente à lui. Et comme autrui ne connaît jamais rien sinon cette manière dont le sujet se présente, il réduit entièrement le sujet à ces manières d'être dont il a fait l'expérience sensible. En outre, s'il est vrai que le réel ne peut se réduire à l'idée d'un sujet, comme de ce réel, autrui n'en connaîtra jamais rien, cela est inutile au sujet dans la pratique de sa vie et dans son rapport à autrui. C'est pourquoi il s'en détourne entièrement pour ne plus réduire tout ce qu'il est qu'à l'idée qu'autrui a de lui. Autrui n'aime jamais un sujet pour ce qu'il est en lui-même, mais toujours relativement à la manière dont celui-ci l'affecte et à l'idée qu'il se fait de lui. Il ne consent à aimer un sujet que si celui-ci persiste dans cette image qu'autrui a de lui. Dit autrement, comme le sujet comprend bien que ce qu'il est en lui-même non seulement n'intéresse personne, mais en plus ne sera jamais connu, il se détourne de ce qu'il est en lui-même pour se réduire entièrement à l'idée qu'autrui se fait de lui. C'est pourquoi tout son effort envers autrui consiste à se conformer à l'idée qu'autrui se fait de la vertu et du bien. 4. La relation se déroule dans l'abstraction d'un spectacle. En tant qu'une relation entre deux individus ne peut se faire que sur une instance tierce, toute relation est nécessairement abstraite. Elle ne se développe et ne se conduit jamais directement, mais toujours au travers de l'abstraction d'un intermédiaire. Plus précisément, à partir du moment où seulement deux individus se rencontrent, se crée entre eux un jeu de représentation qui crée un espace subtil et abstrait dans lequel se joue toute la relation. C'est cet espace abstrait que nous nommons spectacle. Comme nous avons nommé de normalité cette instance tierce sur laquelle les individus se rejoignent pour interagir entre eux, d'une manière un peu capillotractée, nous pourrions dire que le spectacle est l'effectivité de la normalité. De manière plus simple, nous disons que cette instance tierce n'est pas quelque chose de mort et d'immobile, mais quelque chose de vivant en perpétuel mouvement. C'est le déroulement de cette normalité, c'est-à-dire son activité, que nous nommons spectacle. Dit autrement, comme autrui est dépositaire de la valeur de soi et que le sujet est un objet au regard d'autrui, l'interaction des individus produit toujours un jeu complexe de représentation où chacun trouve dans l'autre la valeur de soi au travers de la représentation que celui-ci se fait de soi. De plus, comme le premier rapport à autrui est l'incertitude, ne pouvant savoir ce qu'autrui pense, le sujet est contraint de lui imposer ses suppositions. C'est pourquoi le sujet se représente toujours autrui, non pas tant dans ce qu'il est réellement, mais toujours relativement à la manière dont il en est affecté et selon les intentions qu'il lui prête. Par conséquent, à l'échelle d'une multitude d'individus, chacun se perd dans la représentation qu'ils se font de la représentation que les autres ont d'eux-mêmes. En clair, autrui nous donne une valeur, et nous donnons une valeur à la valeur qu'il nous donne. Le sujet ne se représente plus que relativement à la représentation qu'il se fait de la représentation des autres. Ainsi, cela crée un espace abstrait où s'inscrit et se déroulent tous les rapports et qui devient un véritable millefeuille de représentation extrêmement complexe à délier, impossible à analyser et au travers duquel il est infiniment difficile de savoir quoi que ce soit. En allant encore plus loin, et de manière très capillotractée, quand au moins deux individus interagissent ensemble, chacun projette ce qu'il est dans l'idée de l'autre. Il se crée dès lors un espace abstrait dont le développement se fait indépendamment de chacun. Pour tenter d'expliquer cette idée, quand deux individus interagissent, il se produit quelque chose de frappant de par son étrangeté. L'addition des deux parties produit un élément supplémentaire qui est différent et indépendant des parties dont il est pourtant le produit. En somme, 1 plus 1 devient égal à 3. C'est cela, le spectacle. Comme nous l'avons déjà dit, cet intermédiaire n'est pas seulement un simple intermédiaire neutre. Il s'agit d'un processus complexe où des individus, pour interagir, vont nécessairement créer un espace où convergeront leurs manières d'être et qui, en le mimétisant, va agir réflexivement sur ces mêmes individus. C'est pourquoi cette instance s'autonomise toujours pour devenir quelque chose d'étranger aux parties qui le composent. En conséquence, bien que le spectacle soit dépendant de tous en général, il reste indépendant de chacun en particulier, et c'est comme s'il était indépendant de tous. Cela veut dire que, si tout le monde cessait d'en faire l'usage, il est clair que le spectacle s'arrêterait de fonctionner. Mais comme personne ne le fait, ni ne le peut, il s'affranchit de la dépendance de tous pour devenir indépendant à chacun. Au final, c'est comme s'il tournait à vide. Il s'agit d'un espace virtuel et abstrait qui consiste en un flux constant d'activités permanentes et d'attitudes à adopter qui produit des trésors de complexité dont il est étonnant qu'elles se fassent si naturellement et qui, bien que produit de chacun, ne semble profiter à personne. Dès lors, le sujet se représente lui-même selon ce qu'il se représente être la représentation de soi chez l'autre. Ce spectacle est d'une complexité telle qu'il n'est pas certain de pouvoir y savoir quoi que ce soit. On n'y évolue que par hypothèse, supposition, incertitude, et selon les attentions que l'on impute soi-même à autrui. Et comme le spectacle est un lieu où on ne peut jamais rien savoir, il est un espace où l'apparence est reine, tout n'est qu'intrigue, faux-semblant, complot, murmure et machination.
Or, si l'instance où se déroulent les relations est confuse et vicieuse, alors les relations ne pourront qu'être confuses et vicieuses. D'une manière très imagée, le spectacle est pour les individus comme la banque entre des joueurs dans un casino. Chaque joueur met quelque chose de lui dans un intermédiaire au travers duquel il joue, dans l'espoir d'obtenir des intérêts, motivé par la croyance que le gain sera supérieur à l'intérêt qu'il perd pour tenter de le gagner. Le cours du spectacle est donc le fil qui tisse les relations. Par la mascarade quotidienne des intrigues et des machinations, les relations s'émèchent, se tordent et se dégradent, à ce point même qu'il n'est bientôt plus possible d'en reprendre le cours depuis le début ou d'en démêler les nœuds. Le spectacle est cet enchevêtrement de nœuds qui compose la toile des relations humaines. Les sujets ne perçoivent que très peu de choses de cet espace subtil dans lequel s'inscrivent et se déroulent les rapports des individus entre eux. Pourtant, tous agissent en ressentant la profonde évidence. Car tous comprennent bien que la relation avec autrui repose sur des préjugés tacites que personne n'explique jamais, mais qu'il faut néanmoins comprendre si l'on veut pouvoir en vivre. C'est là quelque chose de tellement normal pour eux qu'ils ne s'en posent même plus la question. C'est pourquoi ils agissent toujours relativement à ce spectacle, à ces préjugés tacites, et avec le souci des représentations des autres, bien qu'aucun ne serait capable d'expliquer ni de démontrer quoi que ce soit les concernant. C'est également pour cela qu'on ne peut comprendre les mouvements humains que par des idées générales qui opèrent comme des clés de compréhension. Mais ce qui détermine ultimement les mouvements humains, nous n'en savons rien. Ce qui détermine ultimement les activités des individus, peu importe le nombre d'analyses que nous en aurons, il semble qu'il y aura toujours quelque chose qui nous en échappera. Car les analyses ne parviennent pas à pénétrer cet espace abstrait du spectacle dans lequel se jouent toutes les relations et qui est le motif des actions humaines. En outre, plus il y a d'individus à participer à ce spectacle, plus complexe il devient pour chacun de ses agents, plus puissant se fait son cours, moins chacun parvient à s'en sentir indispensable, plus se fait fort ce sentiment d'être écrasé par quelque chose d'étrange et d'abstrait qui, doté d'une volonté propre, indépendamment de tous ses agents, semble engloutir le sujet par sa force dans un abîme de confusion qui l'entraîne quelque part contre sa volonté. 5. Le motif de l'action d'un sujet est davantage le souci qu'il a du regard d'autrui que l'action elle-même. En tant que le regard d'autrui est le support de la valeur de l'existence de soi, que l'habitus d'un sujet consiste dans le sens qu'il donne à sa vie, qu'autrui est dépositaire de la valeur de soi, et que l'individu réduit ce qu'il est à l'idée d'autrui, il s'ensuit que l'individu agit davantage pour être vu que pour faire véritablement. Plus précisément, comme les individus vivent en communauté, chaque individu se pose nécessairement la préoccupation de l'idée que les autres ont de lui. À force d'en être préoccupé, il finit par considérer ce qu'il est comme uniquement ce que l'autre s'en représente. La valeur et le sens de son identité nécessitent la vision que les autres ont de lui. Il faut donc agir non plus uniquement par rapport à soi, mais toujours par rapport à la représentation de l'autre. Aussi, le motif d'un acte n'est plus tant l'acte même que la représentation que les autres s'en feront. Il faut donc paraître, séduire, parader, s'exhiber. En un mot, il faut se présenter sur la scène du monde comme un acteur sur la scène d'un spectacle. Autrement dit, l'action n'est plus perçue qu'en rapport avec la représentation qu'autrui aura de cette action. Le sujet n'agit plus que par rapport à autrui et le regard de l'autre devient le motif de son action. Il fait plus pour qu'on le voie faire que pour le faire véritablement. En clair, le spectacle advient à l'instant où se trouve présent dans la considération de l'action à faire, la considération du regard d'autrui. Quand la question « que dois-je faire ?» est remplacée par « qu'est-ce que les autres en penseront ?» En outre, comme ne pas faire ce qui est communément reconnu devient le pire des maux, le souci du regard d'autrui contraint le sujet à faire ce qui est nécessaire pour en être estimé. Le sujet se retrouve alors obligé de faire ce qui est reconnu comme bon, et tout en croyant faire ce qui est bien, il fait en réalité ce qui est reconnu. Cette attitude se décline en 3 manières d'être très complexes. Premièrement, en tant que le rapport à autrui donne au sujet une seconde nature dans laquelle réside tout le sens et la valeur de son existence, la perte de cet habitus est pour lui comme la perte de sa propre existence. Ainsi, le sujet n'agit pas tant comme il le voudrait que relativement à l'éthique et aux valeurs de cet habitus qui est le support du sens de sa vie. De manière étonnante, cette seconde nature devient plus importante pour le sujet que sa vraie nature dont pourtant il est dépendant pour exister. Étant donné que, sans sa seconde nature, un sujet peut continuer de vivre, l'évidence serait de privilégier ce envers quoi on est dépendant en délaissant ce dont on peut se passer. Mais pour le sujet, cela ne se représente pas ainsi. Au contraire, il préférera généralement privilégier sa seconde nature que cette existence creuse de laquelle il ne sait que faire. Ainsi, le déshonneur, la honte, la ruine, et toute autre chose semblable deviennent pires que la mort. Toute l'activité de la vie d'un sujet se réduit donc à poursuivre ces valeurs qui sont les motifs de son action et qui sont utiles non tellement pour lui-même, mais pour cette éthique qui donne sens à sa vie et dont autrui est le support. En conséquence, l'estime d'autrui devient supérieure à l'existence simple de l'individu et ne pas faire ce qui est communément reconnu devient le pire des maux.
En outre, cela ne se limite pas seulement à des valeurs abstraites, mais également à toutes les actions estimées dans l'habitus où il se trouve. Ne pas savoir chanter, danser, travailler, peindre, courir, nager, voler, chasser, pêcher, construire, tuer, ou toute autre activité estimée dans l'habitus dans lequel on se trouve devient pire que la mort, car si la mort ne nous ôte pas de l'existence, l'inactivité nous prive de l'estime d'autrui. C'est pourquoi le sujet accomplit toutes ses actions, non pas tant pour lui-même, mais parce qu'autrui le contraint à le faire. Et quoique ces actions ne soient pas nécessaires à la vie ni nécessairement profitables au sujet, leur absence le prive de cette valeur que seul autrui est capable de lui donner et sans laquelle son existence lui est absurde. En clair, dans ce premier cas, l'individu fait une action car cette action est reconnue dans la communauté. Si l'individu vit dans une communauté où la chasse est importante, ne pas savoir chasser, c'est immanquablement s'exposer à l'opprobre du regard des autres, à leurs moqueries et leurs brimades. L'individu sent donc que, s'il veut être estimé, s'il veut exister dans cette communauté, il devra parfaire sa pratique de la chasse. Deuxièmement, en tant que la mimésis est cette capacité chez un sujet de reproduire ce dont il fait l'expérience, à l'échelle d'une communauté, cette mimésis va produire une normalisation des attitudes qui va toutes les faire tendre vers la même manière d'être. C'est ce que nous avons appelé la normalité. En conséquence, ce mécanisme va produire des mouvements de masse qui, si un sujet n'y participe pas, va l'exclure tout naturellement de la normalité. Ce n'est pas tant que l'individu va être rejeté par les autres qu'il va perdre du commun avec lui. La normalité est une course que l'individu doit toujours faire pour rester dans le lot et qui, s'il s'y refuse, creuse toujours la différence avec les autres et augmente la distance avec lui. Ainsi, l'individu va chercher à reproduire ce qu'il voit chez autrui et que les autres tiennent en estime. Une grande partie de son effort de vie consistera donc à agir relativement à ce qui est reconnu. En un mot, c'est ce qu'on appelle la mode. La mode est l'un des plus grands mystères de l'existence. Quand l'on aura compris comment elle fonctionne, on aura compris quelque chose de fondamental dans les rapports humains. Nous devons avouer que nous n'en avons jamais rien compris. Nous tenterons néanmoins de l'exprimer ainsi. Dans une communauté donnée à un instant précis, il existe ce que nous appelons un esprit général, c'est-à-dire une façon de penser qui est propre à chacun, qui uniformise les représentations malgré les différences, mais dont personne ne sera capable d'expliquer. Cet esprit général possède certaines inclinations qui font aimer au sujet des choses plutôt que d'autres. En simple, pour que cela lui plaise, il faut que la chose résonne avec cet esprit général. Et même quand il prétend aller contre, en réalité, il le flatte. Par exemple, quand c'est la mode de critiquer la mode, tous s'y mettent avec zèle comme si chacun en était affranchi. La mode consiste donc en mouvements massifs qui font converger la majeure partie des gens vers ce qui plaît le plus. Les autres y allant également car cela plaît aux autres. Ainsi, bien que personne ne lui dise rien, l'individu ressent au plus profond de lui qu'il doit faire ce qui est reconnu. Or, c'est ce qui est relatif à ce spectacle qui est reconnu. C'est pourquoi l'individu agit toujours relativement à ce spectacle et est prêt à faire n'importe quoi pour peu que cela soit sous les lumières de la scène. À ce degré qu'il s'ouvrirait volontiers les veines si la mode l'exigeait, car il sent bien que l'estime d'autrui prévaut sur son existence seule. Cependant, il y a quelque chose d'étrange à la mode. Personne ne va reproduire ce qui n'est pas reconnu, car cela ne plaît à personne. Mais pour que cela plaise, il faut que certains le reproduisent. Il y a donc quelque chose d'obscur dans le fond même du spectacle qui rend très difficile sa compréhension. En clair, dans ce deuxième cas, l'individu fait une action car ne pas la faire, c'est être exclu de la normalité et donc de la communauté. C'est pourquoi l'individu doit toujours s'adapter aux modes présentes sous peine de se faire évacuer de cette course qui jamais ne s'arrête. Troisièmement, et c'est là le point le plus complexe, comme chacun est l'autre d'un autre, chacun déporte la charge de la valeur de soi à autrui. Mais qui ça, autrui ? C'est là une question que l'on se pose trop peu. À qui souhaitons-nous plaire avec tant de force ? À tout le monde, bien sûr. Mais comme il s'agit de tout le monde en général, il ne s'agit de personne en particulier. Aussi, chacun parle des autres comme s'il en était la victime, tout en ignorant qu'il en est lui-même le bourreau. Chacun estime un individu parce qu'il croit que l'autre l'estime également. Chacun croyant que tous les autres l'estiment, chacun se plie à cette estime générale qui, tout en étant le produit de tous, n'est finalement la cause de personne. Et au regard d'autrui, se substitue le regard du spectacle. Autrement dit, le souci du regard d'autrui qu'implique nécessairement la relation crée une instance tierce au travers de laquelle les individus sont obligés de passer pour vivre en société. Par extension et jeu complexe de représentation, cette instance semble s'autonomiser pour développer ses intérêts propres. En croyant faire pour autrui, l'individu fait en réalité toujours relativement à cette instance autonome qu'est le spectacle. D'une manière très étrange, c'est comme si la maison n'avait besoin de personne. Elle fonctionne seule, tourne à vide, engloutit tout et ne recrache les individus qu'une fois exempts. Chacun joue sur sa scène le rôle qu'il lui donne et, une fois le rôle joué, la représentation se termine et l'individu disparaît. Il n'est plus qu'un fantôme qui a, un jour, foulé aux pieds la scène du monde. À partir de là, il y a finalement très peu à franchir pour parler d'intention. Du fait de leur rapport, les individus produisent une forme générale dans laquelle ils sont compris, au travers de laquelle ils expriment ce qu'ils sont
et qui développe une véritable intention propre qui ne vise rien d'autre que de s'auto-entretenir. Ainsi, de même que l'inertie d'un objet est déterminée par la logique de sa forme, le rapport des individus crée une forme qui a son inertie propre et qui s'exprime indépendamment de la volonté des parties qui la composent. En clair, le souci du regard d'autrui finit par dériver en un intérêt du spectacle pour le spectacle. Tous les individus calibrent leur action relativement à l'intention de ce spectacle, tant et si bien que ce n'est pas exagéré de dire que leurs actions ne sont pas les leurs, mais seulement l'expression d'un spectacle qui se fait, par eux, mais indépendamment de leur volonté. En résumé de tout ceci, nous disons que, dans le spectacle, on fait toujours pour autre chose que soi-même. En croyant faire par soi et pour soi, on fait toujours par et pour l'autre. C'est donc toujours le souci du regard d'autrui qui suggère à un sujet la nécessité de ce qu'il doit faire pour lui plaire. Comme il en a l'intention, il croit que ce désir est le sien. C'est pourquoi il cherche à le satisfaire avec d'autant plus de zèle qu'il croit en être libre. Autrement dit, le souci du regard de l'autre suggestionne au sujet le désir d'objet nécessaire à son estime. Mais étant celle de tous en général, elle n'est celle de personne en particulier. Le sujet n'agit donc ultimement ni pour lui, ni pour les autres, mais toujours pour le spectacle. En simple, certes l'action d'un sujet est motivée par un intérêt égoïste. Mais non seulement le sujet comprend bien que cet intérêt ne peut se réaliser que par l'estime d'autrui, il ignore en plus qu'autrui détermine tant ses représentations qu'il finit par déterminer également ce qu'il croit être son intérêt. Il en est ainsi de la gloire, des femmes, de l'amour, des beaux vêtements, de l'argent et de toutes ces choses auxquelles l'on porte tant d'importance dans la vie. Ainsi, il est fréquent qu'un individu consacre tous les efforts de sa vie à l'obtention d'une chose que, au fond, il ne désire même pas véritablement. Il pense simplement que les posséder lui permettra d'être estimé. En conséquence, on se tue à l'acquisition de ce genre de choses sans comprendre qu'elles ne nous apportent rien sinon des ennuis et des tracas. On les poursuit car l'on croit qu'elles nous rendront plus heureux. Non pas en tant qu'elles nous manquent, mais du fait que les autres les estiment. En cherchant ces choses, on ne réalise donc pas que l'on sacrifie en réalité sa vie à la poursuite de ce qui ne nous amène jamais que de la souffrance. Et en croyant chercher le bonheur, nous ne trouvons en réalité que le malheur. Enfin, il est clair que l'individu cherche toujours son intérêt dans ce qu'il fait. Mais pour réaliser cet intérêt, il doit le satisfaire au travers de ce envers quoi il croit le puiser. Ainsi, en cherchant à réaliser son intérêt propre, il réalise en réalité l'intérêt de ce spectacle qui, tout en faisant miroiter à chacun le rêve de l'intérêt personnel, ne semble ne profiter à personne. Les individus ne tirent donc de ce spectacle qu'un intérêt passager qui ne se gagne que par le profit de cette instance qui le lui fait gagner. Au fond, c'est toujours la maison qui l'emporte. Les joueurs n'en font jamais que des gains temporaires. Citation. Un ancien auteur rapporte qu'en Éthiopie, les gens de cour se rendaient boiteux et difformes, qu'ils se coupaient quelques membres et qu'ils se donnaient même la mort pour se rendre semblables à leur prince. On avait honte de paraître avec 2 yeux et de marcher droit à la suite d'un roi borgne et boiteux. Ces modes des Éthiopiens étaient fort bizarres et fort incommodes, mais cependant, c'était la mode. On la suivait avec joie, et on ne songeait pas tant à la peine qu'il fallait souffrir qu'à l'honneur qu'on se faisait de paraître plein de générosité et d'affection pour son roi. Ainsi, cette fausse raison d'amitié, soutenant l'extravagance de la mode, l'a fait passer en coutume et en loi qui a été observée fort longtemps. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 2, partie 3, chapitre 2. Remarque. Autrui détermine tant les actions d'un individu qu'il apparaît difficile de dire qu'un individu fait quelque chose de lui-même. Au cours de nos aventures, nous vîmes 2 exemples qui nous marquèrent beaucoup. Le premier mettait en scène une mère avec des idées politiques bien tranchées. Cette mère traitait ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle comme des imbéciles. Elle ne se cachait pas pour le dire à haute voix, et, étouffant d'un amour nocif l'un de ses enfants, elle prenait celui-ci dans ses bras, lui laissait poser sa tête sur sa cuisse, et lui caressait les cheveux. Elle lui faisait part de ses doutes et lui demandait d'un coup s'il était d'accord avec ce qu'elle faisait, si c'était bien elle qui avait raison. L'enfant lui répondit d'un petit air souriant, « Oui, maman, tu sais, c'est difficile d'être aimé des imbéciles. » Mais qu'en savait-il, ce pauvre enfant? Dire le contraire de sa mère aurait été se couper immédiatement de ce cocon d'amour dans lequel elle l'étouffait. Et comme elle avait tout fait pour forcer son consentement, il ne dit rien d'autre que ce que sa mère attendait qu'il dise. L'autre exemple est plus grossier, nous nous en excusons. Mais nous l'exposons tout de même de par la stupéfaction qu'il nous a laissée. Lors d'une conférence, 2 hommes sur scène partageaient leur vécu en public. Nous comprîmes bien vite que nous étions tombés dans un lieu étrange et très malsain qui avait tout d'une secte. Les gens qui s'y trouvaient semblaient obsédés par les questions ayant rapport au sexe. Dans les questions du public, on demanda aux invités s'ils s'étaient déjà fait sodomiser. L'un répondit non, l'autre répondit oui. L'autre s'en étonna et lui demanda des détails sur cette expérience dont il revendiquait l'honneur. Nous n'avons aucune preuve, mais nous sommes intimement persuadés que cet individu mentait. Peut-être était-il gêné, mais s'il était gêné à l'idée d'en parler, pourquoi en avait-il parlé? Quand il donnait les détails sur cette expérience, on comprenait qu'il ne disait proprement rien et qu'il déguisait son ignorance par des termes creux. Quelque chose dans son air peu assuré, dans les hésitations et dans les inflexions de sa voix, indiquait qu'il mentait. Mais pourquoi avait-il menti?
car il se trouvait dans un contexte bizarre dans lequel la sodomie était une vertu. Il n'avait pas dû prévoir ce mensonge, c'était sorti tout seul, comme un réflexe. Maintenant qu'il avait dit oui, il ne pouvait plus revenir en arrière, il se retrouvait empêtré dans son mensonge. Admettons même qu'il dit la vérité. On devinait qu'il n'était pas à l'aise avec l'idée de s'y être adonné. Mais par une opération très lourde de propagande, on était venu lui arracher son consentement. C'est donc de lui, et en croyant que c'était un bien, qu'il s'adonna de lui-même à cette pratique. Il ne fallait pas être fin psychologue pour comprendre que ce n'est pas ce qu'il voulait, qu'il s'était laissé persuader que cela l'était par la pression sociale de son milieu, qui lui faisait voir son refus comme un comportement intolérant et rétrograde. Et dans l'aveuglement dans lequel il s'était plongé tout seul, tout en brandissant cette expérience comme une médaille, il ne comprenait pas alors qu'il s'était fait violer. En conclusion, si autrui conditionne les actes d'un sujet, c'est toujours au sujet qu'il revient de répondre de ses actes. Si un individu n'agit jamais qu'avec autrui en tête, il se retrouve bien souvent seul avec la culpabilité de ses actes. C'est pourquoi il faut bien analyser dans nos actions ce qu'il y a de nous et ce qu'il y a d'autrui, et bien prendre garde à ne pas prendre pour soi ce qui n'est finalement que le souci du regard d'autrui. 6. Le spectacle aliène au sujet la propriété qu'il a de lui-même. Comme nous l'avons vu, s'il existe une éthique naturelle, il ne peut s'agir que de celle qui oblige le sujet à conserver son être. De cela, certains en ont déduit l'idée de propriété. Le sujet possède la propriété de lui-même et dispose de lui comme il l'entend. Or, comme autrui est dépositaire de la valeur de soi, que le sujet réduit son identité à l'idée qu'autrui a de lui, et que le motif de l'action d'un sujet est davantage le souci qu'il a du regard d'autrui que l'action elle-même, il est clair que le spectacle aliène au sujet la propriété de l'image de lui. En clair, son image ne lui appartient plus. Autrement dit, comme le sujet substitue ce qu'il est à l'image que les autres ont de lui, il perd la propriété de cette image pour en donner tous les droits à autrui. Pour ainsi dire, il en devient l'esclave car, comme le disait Aristote, est en effet esclave par nature celui qui est destiné à être à un autre. Aristote, La Politique, livre 1, chapitre 5. Ainsi, être à autrui, ce n'est plus s'appartenir. C'est perdre la propriété de sa propre image pour n'être plus rien que ce que l'autre en pense. Ainsi, le spectacle fait donc perdre à l'individu la charge de lui-même, tant dans ses valeurs qu'il ne tient pas de lui, que dans les actions qu'il fait toujours pour autre chose que lui. Tant et si bien qu'il n'y a plus rien dans le sujet qui lui appartienne en propre. Ni ce qu'il est, ni ses actions, ni même ce qu'il pense, il ne vit plus qu'à travers l'autre, et devient à lui-même son propre spectateur. De manière très imagée, c'est comme si le spectacle faisait de l'image de l'individu une réalité indépendante de lui-même à laquelle, pourtant, il se retrouve pieds et poings liés comme à quelque chose d'étranger, comme s'il devait toujours courir après lui-même. En allant plus loin, par le spectacle, le sujet projette entièrement ce qu'il est dans cette image de lui-même qui ne lui appartient plus et ne se comporte plus que relativement à cette image et par le souci de l'estime d'autrui. Or, si un individu détermine ce qu'il est relativement à ce qu'autrui se figure, c'est que l'identité même de l'individu ne lui appartient plus et est déterminée par autrui. Dit encore autrement, de même que, par l'esthétique, un sujet devient une persona, c'est-à-dire un rôle, un masque qu'il revêt et par lequel il se définit, dans le spectacle, le sujet adopte le masque de cette persona pour se présenter à autrui. Il devient ce que d'autres appellent très justement un personnage public. Le sujet doit donc jouer un rôle afin qu'il soit présentable à l'autre. Et à force de le jouer, c'est comme s'il l'était vraiment, à ce point qu'il ne puisse plus vraiment faire la différence entre l'un et l'autre, puisque tout ce qu'il a fait, c'est fait au travers de ce rôle. Mais si l'individu ne se réduit pas à cette image, au fond, peu lui importe, car tout ce qui survit de lui dans la communauté est cette image publique dont il n'a pas la propriété. En résumé, par le spectacle, un individu devient un personnage public. Il perd donc le monopole qu'il a de sa propre identité pour projeter celle-ci dans une image déterminée par la représentation d'autrui. Citation. L'homme du monde est tout entier dans son masque. N'étant presque jamais en lui-même, il y est toujours étranger, et mal à son aise quand il est forcé d'y rentrer. Ce qu'il est n'est rien, ce qu'il paraît est tout pour lui. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, livre 4. 7. Dans le spectacle, la vie d'un sujet se réduit à un divertissement. En tant qu'autrui est dépositaire de la valeur de soi, qu'un individu réduit entièrement ce qu'il est à l'idée que s'en fait autrui, et que le spectacle aliène au sujet la propriété de l'image de soi, son image n'intéresse autrui que si celle-ci parvient à être intéressante à autrui. Mais comme le sujet détermine ses valeurs à partir de l'échelle de sa sensibilité, autrui n'aime jamais que ce qui flatte ses passions. Ainsi, le sujet comprend très vite que, s'il veut qu'autrui porte de l'estime à sa vie, il faut qu'il fasse de celle-ci quelque chose qui lui plaise, c'est-à-dire un divertissement. Si l'on continue, aucun public ne pourra tolérer un sujet qui leur propose un divertissement qui ne leur plaît en rien. C'est pourquoi un sujet ne fait plus que par ce qui plaît, c'est-à-dire relativement à ce spectacle, et les autres ne portent plus d'intérêt à la vie d'un sujet qu'à l'aune du divertissement qu'il leur propose. C'est pourquoi
dans le spectacle, la vie du sujet se réduit ultimement à un divertissement. En outre, comme le souci du regard de l'autre implique nécessairement une certaine éthique à adopter, le sujet développe son éthique relativement au regard d'autrui qui suffit à dire de lui qu'il est vertueux. Or, en croyant faire le bien, il ne fait en réalité que ce qui est reconnu. Ainsi, il n'y a plus de valeur que de ce que l'on voit, et, pour qu'une action d'un sujet ait de la valeur, il faut que l'on en parle dans les salons. Même les valeurs morales ne sont que spectacles. Elles n'ont pas de valeur si on ne les montre pas, et si les autres ne nous en flattent pas. Pareillement, plus on s'élève en société, plus sont nombreuses les représentations à notre encontre, plus on s'enchaîne aux représentations qu'on a de nous, plus il faut agir relativement à ces représentations. C'est pourquoi tous ceux qui sont très hauts dans la société adoptent toujours une manière d'être décalée et abstraite, car ils sont dans un divertissement beaucoup plus exigeant et moins libre qui les oblige à agir d'une manière très étudiée s'ils veulent maintenir leur prestige. Dans un tel spectacle, la notion de vie privée n'a plus de sens, car l'individu ne garde sa vie privée que dans la mesure où il peut en proposer un meilleur divertissement. Car l'homme est friand de ce qui a le goût de l'inédit, et le rare lui donne le sentiment du précieux. Par une trop forte indigestion de mode, le commun se lasse du populaire qu'il sent bien n'être que la mascarade des apparences. Quelque chose en lui l'appelle à la vérité. Il cherche à connaître, mais cette connaissance n'est rien sinon l'extension du spectacle. Ce qu'il croit trouver à l'ombre des lumières de la scène n'est rien sinon la place d'un nouveau spectacle. La vie privée fait donc bientôt la une des nouvelles publiques, les rumeurs circulent comme les nouvelles du matin avec le croustillant de l'interdit, du secret et de la valeur qu'on se donne de découvrir ce qui est déjà répandu sur la place publique. En outre, quand représentation et identité se confondent en une seule et même réalité, le sujet n'est plus que ce que l'autre en dit. Et comme le sujet n'a d'intérêt pour autrui que dans la mesure où l'on en parle, tout ce qu'il fait ne se fait que dans le but de divertir. Ainsi, les racontars, les rumeurs, les on-dit, les histoires par oui-dire et toute autre chose semblable deviennent ce qui définit le sujet. Sa vie privée n'est rien sinon une réserve de divertissement supplémentaire à utiliser stratégiquement. Tous savent déjà tout sur tout le monde sans qu'aucun n'ait besoin de dire quoi que ce soit, et bien qu'un sujet n'ait jamais vu les autres auparavant, il voit bien dans leur regard qu'ils savent déjà sur lui tout ce qu'il y a à savoir. Sous-entendu, tout ce dont on parle de lui en son absence, tout ce que la rumeur a colporté. En allant plus loin, comme le sujet n'est plus rien que l'image publique qu'il cherche à rendre intéressante à autrui par le divertissement, toucher à son image, c'est le toucher vitalement. Autrement dit, quand se développe avec autant de force l'idée que l'on a de soi-même, se développe avec autant plus de force l'idée que les autres ont de nous. Tout ce qui touche à notre image publique nous touche au cœur, comme si nous en étions affectés dans notre existence même. Dit encore autrement, comme l'existence d'un sujet ne prend de la valeur que relativement au regard d'autrui, tout ce qu'il fait est relatif à ce regard. C'est pourquoi il ne peut se permettre de perdre du prestige aux yeux des autres. Aussi, la moindre chose susceptible de faire dévaluer l'idée de soi dans les représentations des autres devient un affront qu'il faut absolument laver, que ce soit dans la sueur ou dans le sang. Ainsi, d'une moquerie sur la longueur de notre nez s'ensuit un coup de sabre dans le cœur et une allusion sur notre femme finit en une balle dans la peau. De plus, en tant que le souci du regard de l'autre suggestionne au sujet le désir d'objets nécessaires à son estime, le sujet désire des choses, non pas tellement parce qu'il le désire vraiment que parce qu'il pense en être estimé. Tout le désir du sujet provient donc de ce souci du regard d'autrui. En définitif, les individus ne vivent que pour les ombres que la lumière de l'œil d'autrui projette sur eux. C'est pourquoi toute la vie d'un sujet se réduit à la poursuite de ce envers quoi autrui porte de l'estime, c'est-à-dire au divertissement de ce qui est relatif au spectacle. Aussi, les individus sacrifient-ils leur vie à la poursuite de choses vaines pour l'estime de personne. En conséquence, comme le sujet agit relativement au regard d'autrui, la nature du divertissement qu'il propose est à la mesure du public à qui il cherche à plaire. Et quand le public n'a connu que le vice, plus on lui plaît, plus on monte en mérite, plus on monte en vice. En d'autres termes, comme nous l'avons dit, en croyant faire le bien, le sujet ne fait que ce qui est reconnu. Et quand ce qui est reconnu est le vice, il finit par arborer le vice comme une médaille. En clair, dans un monde de pécheurs, c'est une vertu que de pécher. On meurt pour se faire respecter, on combat, on se hait, se blesse, triche, ment, frappe, vole, et tue pour l'honneur, la gloire, le respect, l'argent et l'amour. Et pour nous, tout cela est juste et noble. C'est pourquoi l'on fait volontiers toutes ces choses avec l'acharnement du zèle propre au salut. Bien pire encore, n'ayant jamais rien connu d'autre, nous demeurons incapables de nous représenter autre chose. Et tout ce que nous sommes étant construit dans la boue et lié à la fange comme par des chaînes, nous ne voyons jamais à l'horizon que le reflet de notre joug. C'est pourquoi nous ne voyons comme plus grand honneur qu'uniquement ce qui nous y enchaîne d'autant plus. En résumé, autrui a un tel pouvoir sur l'individu que celui-ci en vient à réduire entièrement ce qu'il est à ce qu'autrui se représente. En simple, il n'est plus que ce qu'autrui en pense.
La société devient alors un spectacle permanent où chaque acteur est en continuelle représentation. Il n'y a plus un seul secteur de la société qui n'est pas sujet au spectacle. Ce qui est privé devient d'autant plus intéressant qu'il a le goût du secret, et même la mort devient une mise en scène. Le summum de la société du spectacle survient quand l'individu et le spectacle qu'il propose se fusionnent en une seule et même chose. L'individu n'est rien d'autre que son divertissement. 8. Le sujet vit au travers des fictions de son divertissement. En tant que le sujet exprime sa vie au travers de catégories, et que, dans le spectacle, le sujet réduit sa vie à un divertissement, le sujet exprime ce qu'il est au travers de catégories qui, fondamentalement, trouvent leur nature dans ce spectacle auquel il est contraint de participer. Il est à noter que cela ne se borne pas à une simple critique. Le monde étant éthiquement vierge, la seule chose qui lui donne une conduite est son habitus. Cet habitus exprime des catégories dans lesquelles les individus expriment ce qu'ils sont. Le spectacle présente donc ces catégories aux individus par des fictions qui agissent sur les individus comme une définition de la catégorie. Quand on demande aux individus « qu'est-ce que cette catégorie ?», le sujet désignera un divertissement qui en fait la présentation. En fait, le sujet vit au travers de fictions. Il a besoin d'elles pour comprendre ce qu'il est, et les fictions que lui présente le spectacle lui permettent d'exprimer les catégories qui le caractérisent et ce à quoi il s'identifie. Ainsi, l'homme voit le monde au travers de ses propres fictions, et ne voit pas tant les choses que ce qu'il en croit. Il ne vit donc pas tant dans le monde que dans ses propres intrigues. Et comme il ne connaît jamais que ce qu'il croit, il ne pense que par rapport à ses croyances, et, pensant, voyant et faisant selon ses croyances, il croit faire autre chose que ce qu'il fait réellement. En fait, il vit ses fictions comme si elles étaient réelles. Il en est ainsi affecté de 1000 façons et il est commun de le voir éprouver 1000 tourments pour les choses les plus futiles. Et passant sa vie à rêver, il traverse son existence dans une sorte de rêve duquel il ne se réveille qu'à sa mort. Un jour, peut-être, il se réveillera et se demandera « Mais qu'ai-je fait de cette vie que l'on m'a donnée ?» Ce à quoi il ne pourra dire autre chose que « Rien. Je l'ai consumée en intrigue et vanité. Je n'ai pas vécu un seul instant. Je n'ai fait que rêver. » Enfin, comme l'homme ne parvient pas à concevoir son bonheur autrement que dans le divertissement et qu'il ne trouve de bon dans le divertissement que ce qui lui nuit le plus, il consomme sa vie dans des divertissements au travers desquels il croit puiser tout son bonheur alors qu'ils lui nuisent en tout point. Ainsi, l'esprit entièrement préoccupé à cela, il consomme sa vie en intrigues vaines, en spectacles futiles, en divertissements de tout type qui, sous des illusions de grandeur et d'importance, le laissent exempt et livide. 9. Le spectacle aliène au sujet sa conscience du réel. De tout ce qui suit, il est clair que le spectacle aliène au sujet sa conscience du réel. Cela veut dire que, pour le sujet, le réel ne se réduit plus qu'au spectacle, c'est-à-dire à son idée. Et comme la vérité n'est pas performative, cela revient à dire que le spectacle aliène au sujet sa conscience du réel. Autrement dit, comme le spectateur n'a plus de recul sur ce qu'il voit, il absorbe entièrement tout ce qu'il voit du moment que cela lui est agréable. Et comme il ne pense plus que par le spectacle devient pour lui le réel tout entier. Il est à noter que cela ne se produit qu'au bout d'un long processus qui rend ambigu le réel par le spectacle. Comme le spectacle présente au sujet le réel, la frontière si nette qui existait entre le public et la scène au théâtre disparaît de plus en plus, diluant l'un dans l'autre jusqu'à ce qu'ils ne forment plus qu'un. Plus précisément, à force de confondre le spectacle dans le spectateur, celui-ci n'est plus trop sûr de savoir si ce qu'il voit fait partie du réel ou du spectacle, ni vraiment sûr de savoir quand il doit être et non plus paraître. À ce degré que l'on trouve communément des événements au théâtre, en magie, en musique et, plus généralement, dans la vie quotidienne, qui sont créés dans l'intention de susciter l'intervention du spectateur. Mais n'étant pas sûr si c'est réel ou non, le spectateur ne sait pas s'il doit intervenir ou pas. S'il doit quitter son rôle de spectateur et redevenir un sujet actif. Ainsi, il se contente souvent de regarder là où il devrait agir. Nous trouvons communément des spectacles dans lesquels l'artiste pourrait se suicider sans que la salle ne réagisse en rien, si ce n'est par l'émotion que le spectacle inspire à ses spectateurs. Même alors, elle trouverait encore le moyen d'applaudir. L'exemple le plus clair de ce processus est ce que l'on nomme le théâtre immersif. Dans ce type de théâtre, le spectateur n'est plus étranger au spectacle, il devient spectacle. Et à force de fondre le spectacle dans le spectateur, celui-ci n'est plus trop sûr de savoir si ce qu'il voit fait partie du réel ou du spectacle. En clair, en supprimant la frontière entre le spectacle et le spectateur, on aliène à celui-ci son sens du réel. Par extension, le réel ne se réduit plus qu'au spectacle. Bien plus encore, c'est le spectacle qui se retrouve à produire le réel. Comme le bovarisme exprime le manque d'un individu de ce que la fiction lui donne, l'individu en vient à pratiquer dans le réel ce qu'il voit du spectacle. Ainsi, le spectacle devient normatif. Il produit les pratiques qu'il expose. Il se produit alors un étrange contresens. Par logique d'offre et de demande, par la normativité que porte le spectacle et par la façon dont le spectateur se projette en lui,
Le spectateur devient semblable au spectacle. La production offre donc ce que le spectateur demande, mais la demande du spectateur est déterminée par ce que l'offre lui propose. Le spectateur se met à désirer ce qu'on lui offre. Par une curieuse inversion des valeurs, le réel devient le spectacle et toute autre chose apparaît étranger pour le spectateur, comme un autre monde dans lequel il ne se retrouve plus. Comme Emma dans le célèbre roman, il projette dorénavant sa vie dans des figures de fiction et conçoit sa vie selon la même logique que ces figures qui lui sont continuellement proposées. Au fond de lui, il aspire à devenir et à vivre comme elle. La fiction devient alors réelle du fait que le spectateur ne peut plus vivre en dehors d'elle. Par suite de cause et d'effet, le spectacle se retrouve à présenter des manières qu'il a lui-même inspirées. En un mot, la prise du pouvoir du spectacle dans la société suffit à imposer son magistère sur tous les esprits qui, par un inversement des valeurs, finissent par reproduire la logique même du spectacle qu'ils consomment. 10. L'absence de réalisation des fictions du spectacle laisse au sujet le sentiment d'un manque. S'il est en effet nécessaire que l'individu passe par les catégories de son habitus pour exprimer ce qu'il est, la vie de l'individu se réduisant à un divertissement, tout n'est plus que fiction et roman. Le spectacle évolue tant en fiction et l'individu en étant abreuvé que celui-ci en vient à souffrir de l'absence de réalisation de ces fictions. En clair, le divertissement des fictions par le spectacle abreuve tant l'individu qu'il produit chez lui un manque qu'il cherche à combler par la réalisation de ces fictions. Cela, c'est ce que nous appelons bovarisme. Bien que notre idée du bovarisme se rapproche de ce qui est communément admis, nous l'élargissons à plus de réalité. Cette idée est tirée du personnage d'Emma Bovary dans le roman du même nom de Flaubert. Emma a tellement lu d'histoires qu'elle projette sa vie sur la logique romanesque. Elle est donc continuellement déçue d'une réalité dans laquelle elle ne se retrouve pas. Le bovarisme est un phénomène très particulier. La consommation excessive de fiction vient déterminer les passions de l'individu. Comme l'individu apprend ce qu'il est par la fiction, il désire vivre ce qu'il a vu dans la fiction, ou en vient à attendre du réel la même chose que dans la fiction. D'une manière ou d'une autre, si le réel ne se conforme pas à une logique générale de fiction, l'individu en sera frustré, comme si quelque chose ne tournait pas rond. Et comme il ne peut trouver dans le réel ce en quoi il aspire, l'individu en vient à puiser sa joie dans davantage de fiction, qui ne fait qu'augmenter le rejet qu'il a du réel. La société du spectacle vient diluer le réel dans un spectacle permanent. Elle en vient à produire des images, des personnages, des situations qui sont toutes construites sur la logique de ce spectacle. L'individu finit donc par projeter l'horizon de sa vie au sein de ce spectacle. Il finit par prendre ce dernier pour le réel même. Tous ses désirs, toutes ses aspirations, toutes ses pensées se règlent et se rapportent sur les productions de ce spectacle. Mais le réel n'obéissant pas à cette logique, l'individu de cette société est constamment confronté à des situations qui ne s'accordent pas à ses croyances. Il attend du réel la même logique que celle des romans, des films et des fictions en tout genre. Il passe alors de déception en déception qui le frustre toujours plus à mesure qu'il vit. Il aspire à trouver sa joie dans le spectacle, à vouloir que sa vie se conforme à ce spectacle, et si quelque chose dans sa vie ne s'y conforme pas, il aura l'impression étrange que quelque chose ne va pas, qu'il n'est pas normal ou qu'il a raté quelque chose. L'émergence du bovarisme est symptomatique d'une société qui devient ambiguë au réel. Lorsqu'il est trop ancré dans son propre spectacle, l'individu ne voit plus le monde qu'au travers de ses propres fictions, et ne voit pas tant les choses que la manière dont ce spectacle les présente. Il ne vit donc pas tant dans le monde que dans ses propres intrigues. Et comme il ne connaît jamais que ce spectacle, il ne pense plus que par rapport à ses produits. Il finit donc par projeter sur le réel le fantasme de ses fictions. Ainsi donc, le divertissement n'est plus ce qu'un individu doit faire pour être estimé. Il devient une ressource vitale dont l'absence produit chez l'individu un manque épouvantable qui le laisse perdu dans un monde absurde qu'il ne parvient plus à comprendre. L'individu devient donc un consommateur avide de divertissement pour combler ce manque que le spectacle dans lequel il ne cesse de s'enfoncer ne fait qu'alimenter. L'individu devient alors autre chose. C'est comme si sa nature même changeait. Il ne se nourrit plus que de pain et d'eau, mais également de divertissement. C'est pourquoi nous appelons un tel homme Homo festivus. 11. Quand le spectacle devient société, elle fait de ses membres des individus passifs. En tant que le sujet détermine ses valeurs à partir de l'échelle de sa sensibilité, il définit comme bon ce qui lui fait plaisir. Mais comme un sujet est passif dans ses passions, et que l'idéologie lui est nécessaire pour la compréhension du réel, il suit de cela que, à un certain degré de spectacle, le sujet devient entièrement passif au divertissement qui s'impose à lui. Il ne fait rien sinon se laisser guider par l'impulsion d'un stimulus sensible en absorbant, comme une éponge, toutes les suggestions qu'on lui donne. Plus précisément, ce type de société crée des individus décérébrés qui, pareils à des légumes, entièrement passifs, n'ont plus qu'à consommer aveuglément et avidement les divertissements qui leur sont imposés. Ainsi,
L'individu de la société du spectacle ne cherche plus la nature des choses, mais il se limite à l'apparence et toute sa pensée se limite à ses affections sensibles. Autrement dit, si le spectacle est nécessaire en société, quand le spectacle devient société, il produit dans cette dernière deux symptômes principaux. Une perte de spiritualité et de la pensée critique, c'est-à-dire la perte de ce par quoi un sujet peut être dit actif. Cette perte de pensée critique s'accompagne toujours d'une perte de spiritualité, c'est-à-dire d'une perte de cet effort pour soutenir le sens de sa vie. Paradoxalement, une telle société sombre dans un fanatisme religieux des biens matériels dont le dogme prend toujours la forme de théorie sociale qui ne mène à rien sinon aux utopies meurtrières. De même, cette perte de spiritualité amène un déclin moral et éthique pour faire des individus une société de consommateurs qui, sacralisant le plaisir sensible, a toujours comme idole la prostituée de Babylone, c'est-à-dire celle de la femme hypersexualisée, cette figure qui a le pouvoir terrible de canaliser et de déchaîner les passions et dont toute la jouissance, comme tout fétichisme, ne réside que dans le plaisir névrosé. Il n'y a de plaisir que celui de la désinhibition, du viol, de l'interdit. Tout est sexualisé et fonctionne fondamentalement sur les passions sexuelles. Jamais dans l'histoire, on n'a vu la femme aussi pleine de son empire. Jamais dans l'histoire, on n'a vu la femme autant jouir des fruits de ses atours. Jamais dans l'histoire, la femme n'a eu un accès aussi simple au travail, à la réussite, à la gloire, au plaisir et à l'amour. Et jamais dans l'histoire, elle n'a été aussi protégée des effets de ses intrigues. Tout le monde tourne autour d'elle, autour de l'exploitation de son image, et, pour peu qu'elle ait un tant soit peu d'intelligence et de charme, le monde est à ses pieds. À ce degré tel que cela en devient risible de la voir encore revendiquer avec fureur cette égalité parfaite qu'elle nous narre depuis des siècles quand on la voit autant profiter du privilège de sa nature. C'est que notre société est une société de spectacle, et, dans le spectacle, la femme en est toujours le meilleur produit. L'individu d'une telle société se complaît dans la consommation de spectacles, tacitement persuadé que l'intensité du stimulus sensible suffit à donner le sens de sa vie. Il consomme et consomme toujours plus. Il lui faut ressentir, toujours plus ressentir, et le corps est toujours plus difficile à rassasier. Il lui faut toujours des stimuli plus grands. C'est pourquoi il se perd et se consomme entièrement dans un immense brasier chaotique, rempli de rire et de jouissance. Pareil aux hommes d'Ulysse chez les lotophages, les consommateurs s'oublient eux-mêmes et leurs propres devoirs dans la jouissance du plaisir sensible. Il n'y a plus ni nation, ni politique, ni devoir, ni éthique, ni esthétique, ni autrui. Ils ne savent plus ni qui ils sont, ni d'où ils viennent, et ne sont plus rien qu'un peuple de jouisseurs qui trouvent leur bonheur dans l'oubli de leurs extases. D'une manière très imagée, nous nommons l'individu d'une telle société un homo festivus. Par ce terme, nous n'entendons pas réellement que l'espèce humaine change de nature. Il s'agit simplement d'une manière imagée de parler de cet individu dont la capacité active décline tant que l'étape suivante de son évolution consiste en une véritable régression de son espèce. L'homo festivus consomme des divertissements comme un besoin vital. C'est la seule chose dans laquelle il se sent à sa place. Par divertissement, il ne faut pas entendre ici le sens de Pascal, c'est-à-dire un moyen pour occulter l'idée de mort, mais bien la production d'une société dont les individus ne trouvent le sens de leur vie qu'à l'intérieur du divertissement. Si l'on continue, la société du spectacle est foncièrement une société de divertissement. Fondamentalement, l'individu est perdu. Aussitôt qu'il sort du spectacle, il se sent étranger à lui-même. Il garde ce sentiment de manque et de déception caractéristique du bovarisme, et comme il ne se retrouve que dans le spectacle, il devient un consommateur massif de tout type de divertissement. La société du spectacle produit donc le manque qu'elle prétend combler. Comme l'individu dilue ce qu'il est dans le spectacle, l'homo festivus dilue sa vie dans le divertissement, comme si la consommation de divertissement était la forme même de son existence au sein du spectacle. Il devient incapable d'agir ni de vivre indépendamment du spectacle envers lequel il a toujours été dépendant. L'homo festivus ne vit plus, physiquement et spirituellement, que par lui. Il est donc entièrement dépendant de ce que lui fournit ce divertissement. C'est en cela que nous voyons qu'une société du spectacle, si elle ne se concentre plus que sur la production de divertissement, implique toujours un déclin spirituel, et comme l'individu est moins enclin à se porter sur le spirituel dont il perd le sens, il ne se projette plus que dans des divertissements qui excitent sa sensibilité et qui contribuent d'autant plus à son déclin. Comme nous l'avons vu, l'homo festivus se projette entièrement dans un divertissement qui pourtant participe à son déclin spirituel. Et comme il n'a appris à penser que par cela, il est incapable de penser indépendamment de lui. Il n'a plus véritablement de recul avec le spectacle qu'il voit, il est entièrement immergé en lui et est guidé par lui comme par la laisse. Il ne sait plus penser par lui-même.
Imperceptiblement, il n'entretient plus vraiment de pensée critique sur ce divertissement dans lequel il se plonge. Et plus cette pensée critique tend à diminuer, plus le divertissement prend la forme d'un simple stimulus sensible. Ainsi donc, la pensée de l'homo festivus ne dépasse plus l'horizon de l'affection immédiate. Il n'existe plus pour lui que des actions et réactions, que des causes et des effets. Il est comme un enfant hyperactif avec des troubles sévères de l'attention, à qui on est obligé de lui agiter des clés en permanence sous les yeux sous peine qu'il se désengage de la scène. Il ne fait que suivre le mouvement des yeux et le bruit des oreilles, et c'est cela seul qui lui donnera l'impression d'avoir compris ce qu'il a vu. Voir le mouvement et en sentir les effets lui donne l'impression qu'il comprend ce dont il fait l'expérience, mais, en réalité, il est devenu un consommateur passif d'un divertissement dont le sens ne dépasse plus le stade de la simple sensation. C'est pourquoi l'homo festivus devient un automate entièrement déterminé par ses affections et qui ne se meut plus que par réflexe pavlovien. C'est quelque chose que l'on a bien compris de nos jours. Aujourd'hui, le divertissement fonctionne fondamentalement sur le fait que le consommateur est un légume. On bombarde la rétine du spectateur d'effets pyrotechniques qui sont à la limite de la crise d'épilepsie. On prend sans doute le spectateur comme étant trop idiot pour comprendre autre chose que le simple stimulus immédiat et on craint de le perdre aussitôt qu'on ne lui met pas à l'écran 1000 effets spéciaux. Mais le spectateur n'étant habitué à rien d'autre, il peut difficilement s'intéresser à toute autre chose et, en effet, il s'ennuie lorsqu'il n'a pas continuellement à l'image un millier d'effets spéciaux. Le sens du divertissement ne se réduit plus qu'à la simple excitation sensible. On oublie alors que cette sensibilité n'est qu'un moyen pour servir un sens, et non le sens même. En résumé, la société du spectacle produit des individus passifs n'ayant pour eux que leur force de consommation, à la merci des grandes productions de divertissement en tout genre. Nourriture, films, musique, vêtements, livres ou même art. La conséquence de cela est nécessaire. Si le consommateur ne pense plus que par ce que produit le spectacle, il est entièrement dépendant de tout ce que ce spectacle lui propose. Ainsi, sa pensée n'est plus tant la sienne que celle de ceux à l'origine de ce spectacle. 12. Tout divertissement est toujours l'expression d'une certaine idéologie. En tant que la théorie détermine la pratique, il ne peut y avoir de pratique indépendante d'une certaine théorie. Ainsi donc, toute pratique est l'expression d'une théorie et contient en elle cette théorie. Comme cela leur plaît, les hommes ont cru que le divertissement était neutre. Or, dans le monde des hommes, il n'y a rien de neutre. Ainsi, un individu qui croirait produire un divertissement neutre serait simplement ignorant de ses propres préjugés et du système théorique duquel il découle. Ainsi donc, sous des dehors de neutralité, tout divertissement porte foncièrement en lui une certaine idéologie, c'est-à-dire une certaine vision du monde. Mais comme le consommateur ne comprend le monde qu'au travers de ses fictions, les visions du monde que portent ces fictions s'imposent à lui comme façon de penser. Ce qui n'était qu'une vision du monde devient alors une idéologie que le divertissement impose au consommateur comme une injonction, pour ne pas dire une propagande. Nous parlons bel et bien de propagande, car il ne s'agit pas d'une simple vision du monde que l'on présenterait au spectateur comme une proposition et avec laquelle le spectateur pourrait prendre du recul. Bien loin de cela, il s'agit bien d'une vision qui lui est imposée et qui est tellement récurrente qu'elle finit par devenir pour lui évidente au point qu'il ne pense plus qu'au travers d'elle. Et comme le consommateur n'entretient plus sa pensée critique, il absorbe ce qui lui est imposé. Ce qui importe est que cette idéologie lui soit agréable, et, tant qu'elle lui plaît, le sujet absorbera n'importe quelle idéologie. Toute la sphère du divertissement devient alors un instrument de propagande qui partage une idéologie d'autant plus facilement qu'elle le présente sous la bienveillance de la neutralité et sous le plaisir des effets communément appréciés. Et comme il existe autant d'idéologies que d'individus, le divertissement devient le champ de bataille où se confrontent les diverses propagandes et où l'opinion publique est l'objectif de guerre. Le consommateur, béat devant ce qu'il voit, n'est pas conscient de cette lutte qui cherche à s'accaparer ses faveurs. Il ne fait que suivre ce qu'il croit être ses goûts, en allant vers ce qui lui plaît le plus. Citation. Mais les amateurs de théâtre ne dépenseront pas joyeusement leur argent dans un billet pour assister à un sermon ou participer à un débat. Ils n'avaleront pas avidement une pièce s'ils savent que c'est essentiellement une pilule. Par conséquent, de la même façon qu'un médicament doit parfois être enrobé de sucre, une pilule de didactisme doit toujours être enrobée d'art. Si un auteur a un message à délivrer ou une leçon à donner sous la forme d'une allégorie, il devra s'efforcer de rendre son allégorie si attractive en tant que spectacle dramatique que le public avalera la leçon sans même le savoir ou la supportera pour l'amour du divertissement. Friedberg, L'art de faire des films, symboles et allégories. 13. Le spectacle est une nécessité du rapport avec autrui. En tant qu'autrui est dépositaire de la valeur de soi, que le sujet est un objet au regard d'autrui, que dans le monde il ne peut y avoir d'autarcie, qu'un individu n'est jamais indépendant d'une collectivité, et qu'autrui est la condition de l'existence de soi, le spectacle n'est pas un vice qu'il est possible d'éviter, mais bien une nécessité qu'implique le rapport à autrui. Il n'y a pas de rapport à autrui sans spectacle.
Dit autrement, de ce qui précède, il est clair que si un individu n'est pas reconnu par autrui, il en souffrira nécessairement dans sa propre vie. Il devra attendre moins de services, moins de ressources, moins de reconnaissance, moins de moyens pour mener sa vie. Ainsi, le spectacle n'est pas seulement un vice, il est une nécessité de la vie en société. Pour vivre avec autrui, il faut se donner en spectacle. Celui qui se refuse au spectacle ne pourra jamais attendre d'autrui aucun avantage. Par conséquent, l'objectif de cette section n'est pas de se désolidariser du jeu du regard que tous entretiennent avec tous. On a coutume d'assimiler le jugement d'autrui à la contrainte, à la critique ou à toute autre chose qui nous amène du désagrément. C'est pourquoi beaucoup d'individus, à un moment de leur vie, croient trouver leur bonheur dans le fait de ne plus écouter les autres et de désolidariser l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes du regard d'autrui. Certes, il existe toujours une tension entre le jugement d'autrui sur un individu et la réalité de cet individu, mais chercher le produit de l'un en sacrifiant l'autre, c'est immanquablement s'exposer à la médiocrité. Plus précisément, comme c'est le rapport à autrui qui produit les valeurs propres à l'éthique, que l'identité est toujours éthique, que l'esthétique est l'expression du sens d'une éthique, que l'esthétique est le miroir de l'identité d'un sujet et que, par l'esthétique, un sujet devient une personne, se désolidariser d'autrui, c'est se désolidariser de tout ce qui fait la valeur de ce que l'on est. En croyant être plus heureux et plus libre loin des autres, on devient en réalité plus vil, plus vulgaire, plus méchant et moins humain. Autrement dit, en tant que le souci du regard de l'autre implique nécessairement une certaine éthique à adopter, le rapport à autrui nous enseigne la politesse, le respect, la dignité, la bienséance, la pudeur, etc. Bien sûr, cela ne suffit pas à être parfaitement vertueux, mais c'est néanmoins une bonne base sans laquelle un individu ne peut être que profondément méprisable. En clair, autrui est le support de l'identité de soi. Plus le sujet se désolidarise d'autrui, plus il se déshumanise. Et comme il y a dans l'autre quelque chose de soi, en s'éloignant de l'autre, on s'éloigne aussi de soi. C'est pourquoi un individu dénué du souci de son apparence est profondément vil. Tous ceux qui se désolidarisent du jugement d'autrui sombrent immanquablement dans la médiocrité. Ainsi donc, l'apparence n'est pas un vice dont on peut se passer, c'est au contraire le support de l'éthique qui nous permet de nous élever à la vertu. Et bien que celle-ci ne s'y réduise pas entièrement, elle ne peut se passer d'elle pour exister. Un individu qui se désolidarise d'autrui ne cherche plus à se parfaire pour être estimé d'autrui. Il attend que les autres l'estiment, peu importe ce qu'il fait, tout en rejetant comme mauvais toute personne ne l'ayant pas en estime, quand bien même il n'y aurait en lui rien d'estimable. En clair, quand un individu n'a plus à sentir l'obligation de paraître, c'est qu'il a renoncé à vivre avec autrui, pour ne plus vivre que pour soi. Quand les penseurs parlent d'échapper à l'apparence, il s'agit en réalité d'un abus de langage, car ils savent bien qu'ils ne peuvent s'en affranchir. Ce qu'ils cherchent, c'est de sortir des idées toutes faites qui s'effondrent sur elles-mêmes aussitôt qu'on les questionne et d'aller au-delà du jugement pour trouver une vérité éternelle. Le vice n'est pas dans l'apparence, il est dans la vanité, dans le mauvais orgueil. Celui qui tend à présenter les êtres comme n'étant rien d'autre que ce qu'ils donnent à voir, et qui croit qu'il suffit de porter une belle étoffe ou d'avoir de belles manières pour paraître moral, celui-ci sombre dans une société de sujets vains, pédants et maniérés en tout, qui, sous des dehors de respectabilité, n'entendent rien à la vertu. Cette dernière proposition pourra étonner sans doute, car le vice du spectacle nous apprend à nous en éloigner et à considérer comme mauvais tout ce qui a rapport à lui. Mais comme toute relation repose sur ce spectacle, se refuser au spectacle, c'est se refuser à la relation. Tous les individus ne tirent leurs avantages que du profit qu'ils font de ce spectacle. Et il est de bon ton que de voguer sur les eaux du peuple poussé par le vent de la gloire pour ensuite s'insurger contre lui lorsqu'il se retourne contre nous pour nous engloutir. Pareil à Rousseau qui, lassé par le jeu du monde des hommes, s'est exilé en solitaire et y a passé de paisibles années calmes. Ainsi sont les hommes qui, fatigués du jeu des hommes, s'exilent et continuent de couler de paisibles jours entourés d'individus qui semblent reconnaître leurs valeurs et, s'éloignant de tous ceux qui ne les reconnaissent pas, ils écoulent la totalité de leurs jours en s'enfermant dans leur propre idée d'eux-mêmes. En conséquence, il convient bien plutôt de prendre conscience des vices du rapport à autrui que de s'en couper entièrement. Il ne faut pas considérer comme un but souverain que de chercher à être la proie du regard des autres, comme une charogne entre les griffes de vautour, mais comprendre en quoi ce regard peut être utile à la perfection de soi quand il est bien utilisé. Car autrui donne au sujet l'envie de devenir meilleur, entendu par cela ce qu'autrui reconnaît comme tel, c'est-à-dire ce qui lui plaît. Le problème n'est donc pas d'avoir à plaire, le problème est la nature de ceux à qui l'on cherche à plaire. Et quand autrui est vicieux, on se pervertit à mesure qu'autrui nous estime. Il faut donc paraître, parader et performer, que chacun y prenne sa part, mais que nul n'oublie. Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. 14.
Dans une société de sages, le spectacle élève le sujet à la vertu. En tant que le spectacle est une nécessité de la vie en communauté, nul ne peut s'affranchir de son jeu. Le problème n'est donc pas tant d'avoir à plaire que la nature de ceux à qui l'on cherche à plaire. Et de même que, lorsqu'autrui est vicieux, on se pervertit à mesure qu'il nous estime, quand autrui est vertueux, en cherchant à lui plaire, on s'élève tout naturellement à la vertu. La nature des actes d'un individu dépend de la nature de ceux pour qui il les fait. Quand autrui est vicieux, quand il n'estime que la force, le crime, le vol, l'argent, les femmes et ce qu'il appelle la gloire, son seul regard nous pousse au vice. Mais quand autrui est vertueux, quand il aime la sagesse, la vertu et la vérité, son seul regard nous pousse vers cette vérité et nous parfait à mesure qu'il nous estime. C'est toujours par rapport à l'autre que l'on devient meilleur. C'est en évoluant auprès de lui, c'est dans son rapport que le sujet acquiert ses perfections. Autrement, non seulement il ne pourra jamais être, mais il ne fera rien que se complaire dans sa propre idée qu'il a de lui-même. Un sujet se parfait en cherchant à offrir à autrui le meilleur de lui-même, et c'est quand autrui cherche à le tirer vers le haut qu'il devient meilleur lui-même. Celui qui n'aime pas et qui ne cherche à plaire à personne ne pourra jamais devenir meilleur. Il ne pourra jamais rien offrir à autrui que de la tristesse. Ainsi, si le spectacle est bien utilisé, autrui peut être la condition de la perfection de soi. S'il est mal utilisé, il sera la condition de la perversion de soi. Fin de la section 3.